savons tous que le tabac est l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale. Avec ses 8 millions de décès chaque année, c'est plus de 1000 milliards de dollars en dépenses de santé et en perte de productivité. Le tabagisme continue à être une cause majeure de morbidité, de mortalité et d'appauvrissement. Pour lutter contre ce fléau, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont signé et ratifié la Convention cadre de lutte antituberculeuse. C'est le premier traité signé sous les auspices de l'OMS. Elle est entrée en vigueur en 2005. Et grâce aux efforts fournis, le taux des fumeurs est passé de 27,3 en 2010 à peu près 22,8 en 2020. Une diminution dont se félicite l'OMS dans son dernier rapport. En même temps et au cours de la même période, on a vu naître la vapologie avec la naissance de la cigarette électronique. Le marketing est à l'assaut de l'imaginaire. On est rapidement passé de la première à la 4e génération de cigarettes électroniques, avec des chiffres de vente qui ont grimpé de façon exponentielle, dépassant à peu près les 10 milliards de dollars. Mais quand on retire la tétine à un bébé, il commence à pleurer. Les big tobacco, sentant le danger, se sont vite précipités et entrés en hélice. Donc, initialement dominé par des sociétés sans rapport avec l'industrie du tabac, le marché des cigarettes électroniques a été rapidement envahi par les industriels du tabac, qui l'ont développé en ajoutant un autre mode de consommation, celui de la cigarette de tabac chauffée. Ces inhalateurs sont alors présentés comme des moyens pour un avenir radieux, moins dangereux, surtout dans un concept d'industrialisation, d'instrumentation, de réduction de risque. Cigarettes électroniques et cigarettes de tabac chauffé sont alors présentées comme étant des alternatives à la cigarette traditionnelle. Si la cigarette électronique produit de la vapeur à partir d'un liquide chauffé par une pile, la cigarette de tabac chauffé, elle contient du tabac et se présente généralement sous forme de mini-cigarettes ou bien de capsules de tabac avec un dispositif qui va chauffer le tabac à une température variant de 180 à 350 degrés, donc moins de 800 degrés avec les cigarettes combustibles. D'après les fabricants, ce type de cigarette va produire de la nicotine sans les composés toxiques associés. Mais si on regarde de près la composition de ces trois types de cigarettes, cigarettes électroniques, cigarettes de tabac chauffé et cigarettes conventionnelles, on voit qu'elles contiennent plusieurs éléments en commun. On a certes de la nicotine, mais on a aussi des composés organiques volatiles, des arômes aromatiques et beaucoup d'autres substances. En plus, les cigarettes électroniques et les cigarettes de tabac chauffé contiennent du propylène glycol et du glycérol, qui à température élevée vont se fragmenter pour donner de nouveaux composés qu'on appelle les composés carbonoliques ou aldéhydes, dont le potentiel cancérigène a été bien prouvé avec les cigarettes conventionnelles. En plus, certains métaux comme le nickel, l'étain, l'aluminium peuvent se retrouver dans les aérosols de ces cigarettes inhalées, à mesure que l'élément chauffant en métal va se détériorer. Certaines études ont essayé même de comparer la toxicité de ces trois types de cigarettes. La dernière publication date de 2023. Les conclusions sont fort intéressantes. Elles ont démontré que le tabac chauffé émet moins de carbonyle que les cigarettes conventionnelles, mais plus que les cigarettes électroniques. La cytotoxicité du tabac chauffé elle est inférieure à celle des cigarettes combustibles, mais plus importante que les cigarettes électroniques. Mais l'augmentation de la puissance de la cigarette électronique a un impact majeur sur les niveaux de composés toxiques libérés. Et la principale conclusion étant que tous ces produits ont le potentiel d'induire un stress oxydatif et une réponse inflammatoire importante. Donc, même si on veut nous les présenter comme étant plus sûrs, rien ne prouve que ces produits ne sont pas nocifs. Et la diminution de la nocivité n'est pas synonyme de l'absence de dangerosité. En fait, depuis leur parution sur le marché, des inquiétudes, des incertitudes planent autour de ces produits, surtout quant à leur effet sanitaire sur la santé des consommateurs, mais même sur l'environnement.
il faut évaluer que leur évaluation est difficile, voire même complexe, vu la multiplicité des modèles disponibles. Pour la cigarette électronique, il y a plus de 500 modèles qui circulent dans le monde. Vu la diversité des saveurs utilisées, il y a plus que 8000 arômes utilisés. Vu le nombre important d'additifs qu'on peut y ajouter, il y a même des substances qui ne sont même pas identifiées. Vu aussi le mode de consommation qui peut varier d'un individu à un autre. C'est le vapoteur lui-même qui peut changer la température et la tension de la bobine. Et surtout, vu le nombre peu important d'études indépendantes, notamment en ce qui concerne la cytotoxicité des tabacs chauffés. D'après une revue générale, 70% des études jusque-là publiées ont été financées par les industriels de tabac. De toute façon, les études actuellement disponibles ont essayé dans la majorité des cas d'évaluer la toxicité, d'évaluer la composition des émissions des aérosols et leur toxicité à l'échelle cellulaire, moléculaire ou tissulaire. Certes, les résultats peuvent être prédictifs de l'effet sanitaire de ces nouveaux produits, mais ces études ne remplacent en aucun cas des études épidémiologiques suivant à long terme les vapoteurs pour évaluer la morbidité et la mortalité qui peut être attribuée à ces nouveaux produits. Nous distinguons trois types d'études. Des études réalisées in vitro, des études réalisées sur des modèles animaux et des études réalisées chez l'homme. Pour des études in vitro, le principe est simple. On fait exposer des cellules provenant de différentes parties du poumon à des vaporisations de cigarettes électroniques ou bien de cigarettes de tabac chauffé, ou bien on peut les mettre directement dans des œufs liquides dans un milieu de culture. Et bien que les protocoles peuvent changer d'une étude à une autre, les résultats sont dans la majorité des cas concordants et fort intéressants. Différentes lignées de cellules exposées ont produit de façon importante des marqueurs et des médiateurs de l'inflammation, type IL6, IL8, IL13, ce qui laisse prévoir que la consommation de ce nouveau mode de cigarette pourrait être à l'origine d'une inflammation bronchique et pulmonaire chez les vapoteurs. La mucine 5AC, qui est sécrétée par les cellules épithéliales des voies aériennes, elle a été retrouvée en quantité importante, prédisposant ainsi à une obstruction bronchique comme celle retrouvée et observée au cours de la BPCO et de la bronchite chronique. Mieux encore, l'ADN des cellules qui ont été exposées a été endommagé, si bien que ces cellules avaient plus de risques de se nécroser et de s'autodétruire, ce qui laisse prévoir une cytotoxicité vraisemblable. Et quatrième constatation importante, on a constaté une diminution de l'activité phagocytaire des macrophages. L'exposition des macrophages alvéolaires humains et de neutrophiles à divers liquides aromatisés a réduit considérablement la phagocytose de Staphylococcus aureus, de Mycobacterium tuberculosis et d'Hémophilus influenzae. Ces mêmes résultats ont été rapportés même dans des études réalisées sur des modèles animaux. L'exposition à l'extrait de vapeur de cigarettes électroniques était associée à une virulence accrue et à un potentiel inflammatoire important à des agents pathogènes courants impliqués dans les infections respiratoires, ce qui soulève même des inquiétudes sur l'utilisation de ces nouveaux produits chez des sujets qui sont théoriquement susceptibles aux infections respiratoires, par exemple les BPCO. Mieux encore, les souris qui avaient été exposées à des aérosols de cigarettes électroniques 2 heures par jour pendant 3 jours de suite, et bien chez ces souris, on a constaté un afflux important de cellules inflammatoires, surtout des neutrophiles et des lymphocytes de type CD8, avec libération importante de cytokines pro-inflammatoires. Toujours sur des modèles murins, on a constaté que les rats qui étaient exposés 1 heure par jour pendant 4 semaines à des aérosols de cigarettes électroniques contenant de la nicotine, ces rats avaient à leur lavage broncho-alvéolaire une hypercellularité bronchique. Surtout, on a pu démontrer qu'il y a une hyperréactivité bronchique à la métacholine, une obstruction des voies aériennes, et chose très importante, on a même décrit des lésions de distension et une désorganisation architecturale, bref, des lésions qui rappellent celles retrouvées au cours de l'emphysème.
Ces mêmes résultats ont été retrouvés même quand on a essayé de changer la tension des bobines. Et bien même avec les cigarettes à basse tension, on a retrouvé une surexpression du stress oxydatif avec surproduction du ROS, une surexpression de PK150 dont le potentiel mutagène et cancérigène est bien connu. Et donc il faut être prudent même quand on utilise des cigarettes électroniques à basse tension. Et justement en parlant du risque de cancer, les souris qui ont été exposés à de longues sessions de vapotage, 4 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 54 semaines. 20% de ces souris ont développé un adénocarcinome pulmonaire. L'évaluation de l'homme, chez l'homme, est encore plus délicate, plus complexe, parce qu'outre les difficultés déjà annoncées, on a en plus, le plus souvent, on a affaire à des fumeurs ou bien des ex-fumeurs qui vont se mettre à la cigarette électronique ou bien à la cigarette de tabac chauffé. Les résultats des différentes études, et ceci depuis les années 2010-2012, ont montré que le vapotage de ces cigarettes électroniques s'accompagne d'une augmentation de la résistance des voies aériennes, d'une réduction du NO exhalé, et ceci même après 5 minutes de vapotage, et ceci même en utilisant différents modèles de cigarettes électroniques, avec ou sans nicotine. Mieux encore, la diminution et la réduction du NO exhalé a été prouvée par une autre étude plus récente. 60 volontaires qui n'étaient pas fumeurs au départ ont consommé de la cigarette électronique pendant 6 mois. Et on a remarqué chez eux une diminution du NO exhalé et des altérations de la fonction respiratoire suggérant une augmentation de l'obstruction des voies aériennes. Même si le nombre il est peu important, une trentaine, mais la durée de 6 mois, elle est importante à considérer parce qu'elle peut être prédictive de l'effet à long terme de ce vapotage, de cette consommation de ces nouveaux produits de cigarettes. L'inflammation, elle est quasi constante. Elle a été rapportée par plusieurs études. On a une augmentation des biomarqueurs de l'inflammation et du stress oxydatif chez les vapoteurs, que ce soit de cigarettes électroniques ou bien de cigarettes de tabac chauffé. On a même une augmentation de l'activité des protéases, avec un déséquilibre protéase-antiprotéase. Le lavage bronchulo-alvéolaire montre une hypercellularité avec des présences de macrophages et de lymphocytes. Et surtout, chose encore importante, on a remarqué qu'il y a une corrélation entre l'importance de ces phénomènes inflammatoires et le taux de propylène glycol dans les urines des vapoteurs. Cette importance de l'inflammation explique très probablement la fréquence des signes bronchitiques rapportés par les vapoteurs, à type de toux, d'expectoration chronique. Ça explique aussi le mauvais contrôle de l'asthme chez les asthmatiques vapoteurs. Et dans certaines études, on a même suggéré que le vapotage était à l'origine de l'apparition de la maladie asthmatique. Plusieurs autres cas ont été rapportés et ont été mis sur le camp du vapotage. On a rapporté des cas de pneumonie éosinophilique avec la cigarette électronique et avec le tabac chauffé, des cas de bronchiolite, des cas de pneumothorax, de pneumomédiastin, des cas de pneumopathie d'hypersensibilité. Mais il faut avouer que ce sont des cas sporadiques et non pas de véritables séries cliniques. Mais en juillet 2019, on a décrit une véritable entité bien individualisée qu'on a baptisée maladie pulmonaire associée au vapotage ou bien poumon de vapoteur. Electronic Cigarette and Vaping Product Use Associated Lung Injury. C'est une véritable maladie émergente, de physiopathologie encore mal connue, mais des spéculations font état de l'inhalation de certains produits toxiques, notamment de l'acétate de vitamine E. Actuellement, il y a plus de 2800 cas qui ont été publiés avec 68 cas, de cas déclarés. Le diagnostic doit être évoqué quand on a la notion de vapotage dans les 3 mois qui ont précédé l'apparition des symptômes, quand on a des opacités à la radiographie thoracique avec des images en verre de poli sur la tomodensitométrie thoracique, et bien sûr, après avoir éliminé un autre diagnostic plausible.
La symptomatologie est le fait de symptômes respiratoires à type de dyspnée d'intensité variable. Les premiers cas décrits se sont présentés dans un tableau de détresse respiratoire aiguë. On peut avoir des douleurs thoraciques, une toux, des hémoptysies, de la fièvre, des frissons, des signes neurologiques à type de céphalée, de confusion, même des signes abdominaux, notamment des douleurs abdominales, des diarrhées, vomissements, nausées. Biologiquement, on a un syndrome inflammatoire biologique et on a même décrit des perturbations hépatiques dans les formes les plus graves, parfois des signes d'insuffisance rénale aiguë. Le lavage bronchiolo-alvéolaire, chaque fois qu'on a pu le réaliser, a montré une hypercellularité avec présence de neutrophiles et surtout présence de macrophages spumeux ou bien de macrophages pigmentés comme ceux retrouvés chez les fumeurs. Chose importante, la durée des symptômes elle est variable de quelques heures à quelques jours pour les formes aiguës, de quelques semaines à quelques mois pour les formes subaiguës. Mais l'arrêt de la consommation de ces inhalateurs s'accompagne d'une amélioration clinique notable. L'imagerie elle est très riche. On peut avoir des infiltrats bilatéraux, des opacités confluentes, des images en verre dépoli, des condensations, des nodules. Généralement, ces lésions prédominent au niveau des bases avec un gradient antéro-postérieur. Et là aussi, l'arrêt de la consommation s'accompagne, comme vous le voyez, d'une disparition des images radiologiques. Ces deux revues ont essayé de décrire les différents aspects tomodensitométriques observés chez de tels malades. Et on remarqué qu'il y a des images en faveur d'une pneumonie organisée, d'autres de pneumopathie d'hypersensibilité, de pneumonie lipidique, de pneumonie éosinophilique et même de dommages alvéolaires diffus. Et même l'histologie, l'étude histologique a montré que le spectre était large allant de pneumonie organisée aux dommages alvéolaires diffus. Mais chose importante, ces lésions prédominent dans les régions péribronchiolaires ou péribronchiques, témoignant ainsi de la présence d'une pneumonie chimique aggravée par l'atteinte thermique suite à l'inhalation de produits toxiques chauffés. Le traitement, il n'y a pas un véritable protocole à suivre, mais généralement, les malades peuvent être hospitalisés selon la gravité du tableau clinique. Certains ont reçu une antibiothérapie à large spectre. La corticothérapie était indiquée devant la gravité des tableaux cliniques et l'étendue des lésions tomodensitométriques. Et là aussi, il n'y a pas un véritable protocole à suivre. Généralement, on utilise des doses entre 0,5 et 1 mg kg jour. Vu le nombre important des vapoteurs, vu la gravité du tableau clinique, l'étendue des lésions, il est actuellement recommandé devant toute personne se présentant pour un syndrome, entre parenthèses, pseudo-grippal, de demander s'il est ou non vapoteur, au même titre que nous avons l'habitude de le faire avec les fumeurs conventionnels. La conduite ultérieure, bien sûr, dépendra de la gravité du tableau clinique, de l'étendue des lésions tomodensitométriques et de l'exclusion d'un autre diagnostic plausible. Le poumon de vapoteur est une des éventualités diagnostiques, et ça reste un diagnostic d'élimination pour le moment. L'évolution. L'évolution, elle est généralement favorable après arrêt de la consommation de ces inhalateurs électroniques. Certains malades ont gardé des séquelles radiologiques, d'autres des altérations de la fonction respiratoire. Mais est-ce que ces lésions peuvent évoluer vers la fibrose? Nous ne pouvons pas pour l'instant nous prononcer. D'ailleurs, c'est le cas pour toute autre pathologie chronique pulmonaire. Les éléments dont nous disposons actuellement ne sont que des éléments prédictifs. D'ailleurs, le risque de développer une maladie chronique à type d'asthme, de BPC ou d'emphysème serait de 1,3 dans les 2 ans qui suivent le début du vapotage. De même pour le cancer, le risque y est très probable. On a des anomalies de l'ADN, on a une hypométhylation, on a une prolifération, une surexpression des cellules souches, mais pour le moment, on n'a pas une série, on n'a pas une étude épidémiologique qui nous permet de confirmer cette évolution à long terme. On se dit alors pourquoi proposer de telles solutions? Et là, certains auteurs ont essayé de reprendre le rapport qui a été proposé, proposé par Philippe Maurice pour l'obtention de l'autorisation sur le marché de sa cigarette de tabac chauffé, l'IQOS. Les auteurs ont trouvé beaucoup de biais méthodologiques et ont remis en question les bénéfices apportés pour eux,
les preuves apportées ne sont pas suffisantes pour affirmer que le passage de la cigarette à l'IQOS réduit l'inflammation bronchique, améliore la fonction pulmonaire ou bien diminue le risque de cancer. Et donc, c'est insister encore une fois sur la nécessité de réaliser dans ce cadre des études indépendantes. En conclusion, je dirais que le vapotage n'est pas aussi inoffensif comme on veut nous le montrer ou bien nous le faire croire. Par conséquent, et par principe de précaution, il faut considérer ces nouveaux modes de tabagisme comme ayant des risques similaires aux autres produits de tabac. Les mêmes législations doivent être par conséquent appliquées. Et pour le moment, et à défaut d'être interdite, la vape doit être au moins lourdement réglementée. Les big tobacco sont même prévenus, avertis et même préparés. Ils ont essayé entre parenthèses, de reloquer le snow suédois en des pochettes de nicotine, avec le même marketing orchestré et ciblé qu'avec les autres moyens de tabagisme. Et Dieu sait qu'est-ce qu'ils vont nous inventer dans l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter dans l'avenir. Donc, essayons au moins d'être prudents et surtout vigilants. Voilà, j'espère avoir respecté l'horaire qui m'a été imparti. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des données rassurantes pour nous, les médecins? Non? On ne va pas chômer finalement si on arrête de fumer. Hein? Y a-t-il des questions à la salle? Oui, monsieur. Merci beaucoup pour ce panorama. C'est juste un commentaire ou deux commentaires. Le premier, c'est que l'actuel président de la Fondation Philip Morris pour la recherche, c'est l'ancien responsable de l'OMS pour la lutte anti-tabac et qui se félicite d'avoir un très gros budget de recherche de 6 millions de dollars. Voilà. Le deuxième élément, c'est que le glycérol, on le connaît bien en matière de, par exemple, de climatologie et de climat, c'est un antigel qu'on utilise pour permettre à l'eau qui est sur les toits en train de se faire réchauffer avec le soleil, l'hiver, de ne pas geler. Donc c'est quand même quelque chose. Et rappelons-nous, il y a une trentaine d'années, en Autriche, ils se sont fait ridiculiser au niveau du vin parce qu'ils avaient rajouté un peu de glycérol pour pouvoir le conserver à l'extérieur et pour que les bouteilles ne gèlent pas. Donc c'est quand même étonnant. Et enfin, le dernier commentaire, c'est quand même de se rappeler ce que IQOS veut dire. C'est extraordinaire. I quit ordinary smoking. Je quitte la façon ordinaire de fumer. Je suis donc extraordinaire. C'est quand même, du point de vue marketing, exceptionnel. Mais bravo, merci beaucoup. Merci. Merci vraiment beaucoup, Hazel. Je voulais te poser une question par rapport à ce qu'on peut faire par rapport aux enfants. Parce que les parents, chez nous, dès qu'ils voient que les enfants commencent à fumer, ils leur offrent une cigarette électronique en pensant que ça va être beaucoup moins toxique et que ça va permettre d'éviter le passage au tabagisme. Or, j'imagine que c'est vraiment pas la bonne solution. Pas du tout. Au contraire. C'est une nouvelle forme de tabagisme, tout simplement. Ce n'est pas une aide au sevrage tabagique. Il faut être clair. C'est pour cela que j'insiste sur l'enracinement et le fondement d'une culture sans tabac. Il faut élever les enfants à ne pas fumer pour avoir une génération sans tabac. Parce que pour les autres, le mal est fait. Exactement, on a commencé un travail avec l'Alliance anti-tabac, je ne sais pas si Zouhaïr Houni ou pour aller sensibiliser le ministère de l'Éducation pour pouvoir envoyer les interdictions de fumer dans les écoles, les collèges et les lycées et tout ce qu'ils entourent. De toute façon, il y a tout un travail pour faire sortir un papier qui interdit ça et espérons que ça va aboutir. Le tabagisme, c'est plutôt un phénomène social plutôt que médical. Le père qui ne doit pas fumer chez lui devant ses enfants, qui doit donner l'exemple à ses enfants. Et l'enseignant, parce que nous avons des enseignants qui fument dans la classe. Oui. Mais excusez-moi, est-ce qu'on pourra parler du tabagisme passif avec les cigarettes électroniques ou bien le tabac fait? D'accord. Ok, merci beaucoup, c'était très agréable, très instructif cette séance et merci encore une fois pour le bureau.